Bonjour à tous, Laurent Gasca du CICABEL. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une session sur les réseaux de communication dans les logements. Alors c'est un thème technique, mais je pense que nous sommes aussi au cœur de l'actualité. Nous sommes beaucoup à avoir télétravaillé, en famille ces 2 dernières années, et nous sommes beaucoup à avoir dû se partager la bande passante du Wi-Fi, ceux travaillant plus près de la bande Wi-Fi ou de la box, ayant un avantage certain pour ceux qui étaient éloignés dans d'autres pièces, voire à d'autres étages. Et le thème d'aujourd'hui, les réseaux de communication dans le logement, c'est un moyen, en fait, non pas de rétablir la paix dans les ménages, ce serait un peu ambitieux, mais c'est un moyen de répartir et de faire que le débit soit accessible dans l'ensemble de la maison. Alors, pour commencer donc ce webinaire, il a été organisé par Bixi avec le support d'Ignies et CICABEL. Alors, qu'est-ce que Ignies? Ignies est l'alliance des industriels qui propose des solutions électriques et numériques pour donner vie et animer le bâtiment au service de ses occupants. Celles-ci rendent accessible l'énergie et la donnée de façon sécurisée, performante et pérenne, et pilotent, avertissent et protègent. Quelques chiffres clés. Ignies, c'est 38 entreprises adhérentes, des chiffres d'affaires de 100 milliards d'euros, 300 000 emplois, dont 100 000 en France, 5 comités d'activité, nous y reviendrons, et un réseau de 360 personnes impliquées, dont 160 personnes en normalisation. Alors, 5 comités d'activité chez Ignies: infrastructure électrique, pilotage des bâtiments, sécurisation des accès, évaluation et mise à l'abri des personnes, et le petit nouveau qui est le comité d'activité sur les réseaux de communication, justement dans le logement, qui va du tableau de communication jusqu'à la prise RJ45. Ce petit nouveau a été établi pour répondre notamment à l'une des 5 priorités stratégiques d'Ignies, qui est d'assurer un très haut débit effectif, et le mot effectif est très important, par un réseau de communication performant. Alors, impliqués dans ce comité d'activité d'Ignies, des groupes bien connus: ABB, Casanova, Deselec, Aguerre, Legrand, Omelcom et Schneider. L'autre co-organisateur, c'est le CICABEL. Le CICABEL est l'organisation professionnelle de l'industrie des fils et câbles électriques. Et de communication, bien entendu. C'est un acteur majeur du développement économique et de l'aménagement du territoire, avec pour mission l'étude, la défense et le développement des intérêts collectifs de l'industrie du câble en France. Quelques chiffres clés également pour le CICABEL: c'est plus de 20 adhérents, un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros, et le CICABEL représente, les membres du CICABEL, les adhérents du CICABEL, représentent 90% de la production française en la matière donc, de câbles. Et ce qui est à souligner, c'est que c'est une industrie leader qui exporte son savoir-faire, ses produits, puisque nos adhérents réalisent plus de 48% de leur chiffre d'affaires à l'exportation. En termes de volume, c'est 300 000 tonnes de câbles métalliques, c'est plus de 13,1 millions de kilomètres de fibres optiques, et ces chiffres sont ceux de 2020, donc ils sont malheureusement bas suite à la crise de Covid. Et nos adhérents sont présents sur l'ensemble du territoire français, avec plus de 8000 personnes réparties sur 60 sites. Je vais essayer de changer. Hop. Voilà. Donc, nous avons une action transversale qui est le renforcement et la sécurisation des réseaux d'énergie, le déploiement des réseaux de communication à haut et très haut débit, la sécurité globale des installations du bâtiment. Mais nous adressons aussi les besoins émergents: smart grid, véhicules électriques,
On aurait pu aussi rajouter la problématique dont on parle de plus en plus des territoires intelligents, des territoires connectés, smart territoires, il y a plusieurs noms. Le CICABEL assure également des services, un service notamment d'information de la profession, et nous avons plusieurs publications. Et j'en ai mis pour information plusieurs. Chaque année, nous publions un ou deux numéros du THD Mag. Le THD Mag de cette année a pour thème la performance des réseaux de communication au cœur de l'activité économique et sociale. Et vous retrouvez la contribution de nombreux acteurs. Nous avons une lettre d'information et le thème de la dernière lettre d'information était justement les réseaux, le câblage universel des logements, donc le thème d'aujourd'hui. Nous avons publié récemment un livre blanc sur la qualité des infrastructures fibre optique et nous mettons à disposition de tous, pour ceux qui veulent plus d'informations, plus de détails techniques, un dossier technique sur la fibre optique qui donne des aspects techniques, des aspects de normalisation. Avant de présenter les intervenants de jour, je vais vous donner quelques points techniques pour aujourd'hui. Alors, vous avez une image à droite, en haut, qui peut peut-être parfois vous gêner pour masquer une partie des slides. Vous pouvez la décrocher en cliquant sur le bouton qui est entouré en rouge. Et je voulais aussi vous donner quelques informations. Vous précisez d'abord que ce webinaire est enregistré, que toutes les présentations ainsi que leur enregistrement vidéo vous sera envoyé. Pour poser une question, tapez votre message dans le chat qui est en bas à droite de votre écran. Et les questions posées pour une question de maîtrise du temps, les questions posées seront posées à la fin de toutes les présentations, donc toutes les présentations, puis après les questions. Si vous avez des problèmes de déconnexion, vous pouvez utiliser la même URL pour vous reconnecter. Et enfin, je voudrais remercier l'agence Bubble Blue Agency pour la très bonne organisation de ce webinaire. Alors, les intervenants du jour, si j'arrive à passer à la slide suivante. Les intervenants du jour, nous avons deux intervenants de Ignes, M. Romuald Barbias et M. Henri Ly, tous deux membres de l'activité réseau de communication d'Ignes. Nous avons deux intervenants du Consuel, M. Arnaud Alexandre et M. Abdelkarim Benrouma, et deux intervenants du CICABEL, M. Julien Leroy, qui est le président de la commission technique des câbles de communication au CICABEL, et moi-même qui m'occupe des sections Datacom et Télécom au CICABEL. Enfin, M. Gauthier Humbert, qui est membre d'Ignes également, mais aussi président de Bixi, interviendra pour conclure ce webinaire. Le programme du jour, vous l'avez eu, je vais essayer de l'afficher, le voilà. Nous avons une première présentation donc, de M. Romuald Barbias sur les réseaux de communication des logements, rappel des exigences réglementaires et normatives. M. Julien Leroy enchaînera avec la question des produits, bien choisir les produits, câbles, RG45, cordon. En particulier, suivez le marquage grade 2 et grade 3 TV. M. Henri parlera de l'installation selon la configuration de logement, les différents cas types. Monsieur Gauthier Humbert interviendra sur la du fil et du sans fil. Et enfin, messieurs Adel Benrouma et monsieur Arnaud Alexandre interviendront tous les deux pour parler du contrôle. Tout cela devrait nous amener à 10h30 pour une session de questions-réponses et de conclusion comme je l'ai dit, par monsieur Gauthier Humbert, président de Bixi. Je passe donc la parole immédiatement à M. Romuald Barbias qui va vous parler de réseau de communication des logements, rappel des exigences réglementaires et normatives. Bonjour à tous, merci Laurent pour cette introduction. Donc, je suis Romuald Barbias, responsable marketing de la société Omelcom et membre du comité réseau de communication d'Ignes. Omelcom, il faut savoir, est une société qui préside aujourd'hui le nouveau comité des réseaux de communication au sein d'Ignes.
en tant qu'expert et leader référent de ce domaine. Donc, nous participons aux travaux réglementaires sur les réseaux de communication et faisons également partie du comité d'experts fibre optique de l'ARCEP. Dans ce webinaire, je vais vous parler des exigences normatives. Ce sont les fondations des installations qui permettent de donner un cadre autant aux fabricants de matériel qu'aux installateurs pour que les réseaux de communication déployés dans les logements soient efficaces et adaptés aux besoins des utilisateurs. Rien de plus important, d'après nous, que la règle pour qu'elle soit adaptée afin que les utilisateurs finaux trouvent du sens dans leur réseau de communication et dans les usages qu'ils en font. Donc, pour démarrer cette partie, je vais vous parler des exigences normatives et réglementaires. Cette partie, elle a pour vocation de vous simplifier la lecture des normes et des réglementations en vigueur. L'idée, c'est de vous apporter tout d'abord un éclairage suffisant pour vous permettre de réaliser des installations conformes en ayant connaissance des textes et des normes de référence. Alors, il m'a paru nécessaire, pour commencer, de clarifier les choses en retraçant brièvement les évolutions réglementaires de ces 5 dernières années. Avant 2016, les choses étaient relativement simples. La NFC 1500 couvrait l'intégralité du logement, dont la partie réseau de communication à travers ce que l'on appelle son titre 11. Le titre 11, lui, renvoyait vers un guide nommé UTE 90-483 qui venait préciser un certain nombre d'informations comme les performances de l'installation, mais également la méthode de mise en œuvre et les bonnes pratiques pour réaliser le réseau. En 2016, tout a changé. Avec le déploiement massif de la fibre optique, le pré-câblage des logements nécessaire à l'arrivée du très haut débit a été rendu obligatoire au plus haut niveau de la réglementation et du droit français, en faisant l'objet d'un article dédié dans le Code de la construction et de l'habitation. Cette exigence liée à la fibre optique a été complétée et renforcée par la description du réseau de communication, tout ça dans le but d'avoir des installations compatibles avec l'arrivée de cette nouvelle technologie de diffusion de l'Internet dans les logements et prendre en compte, bien évidemment, les usages actuels, mais surtout à venir. Ce fut l'occasion de transformer le guide UTE 90-483, qui était devenu obsolète, en une norme de référence portant la même numérotation, donc la XPC 90-483, mise à jour pour être adaptée aux obligations qui ont été décrites dans ce que l'on nomme l'article R111-14 du Code de la construction. En novembre 2020, la norme 90-483 a été mise à jour. C'est donc cette dernière version qui est applicable aujourd'hui. Les fondamentaux sont inchangés. Elle précise simplement certaines performances des composants de l'installation, comme vous le verrez dans d'autres parties de ce webinaire. Enfin, en 2021, le Code de la construction s'est vu recodifié. Il n'y a pas eu de bouleversement, mais c'est bon à savoir. L'article de référence est désormais le R113-4. Les arrêtés correspondants n'ont pas évolué, les exigences restent les mêmes. La tendance qui se dessine pour la suite, c'est une mise à jour de la NFC 1500 qui reprendra les éléments du Code de la construction et renverra soit vers la norme 90-483 ou sa probable évolution vers une norme européenne qui sera déclinée dans le droit français. Je vais maintenant vous parler des exigences en termes de système de câblage. Alors, il faut savoir qu'il existe 3 fondamentaux à respecter pour que l'installation soit réalisée en bonne et due forme. Tout d'abord, la typologie de l'installation est une typologie de câblage en étoile autour d'un élément central du réseau qui est le coffret de communication. Chaque prise du logement est donc raccordée à un connecteur du coffret de communication par un câble. Alors, ce coffret de communication, c'est le centre névralgique de l'installation. Il est l'élément déterminant. En effet, toutes les arrivées des réseaux extérieurs, que ce soit la télévision ou l'Internet, convergent vers le coffret de communication pour être distribuées ensuite dans le logement. La typologie en étoile a l'avantage de permettre de choisir le type de signal envoyé vers une prise, en affectant, par une simple opération de brassage, le signal que l'on souhaite diffuser. C'est un avantage en termes de simplicité, puisqu'il suffit de changer de place un cordon pour changer le type de signal transmis à la prise. Ensuite, le type de câble est également fondamental. Le réseau de communication est basé sur des câbles à paire torsadée. Ces câbles sont compatibles avec tous les usages multimédia. Ils doivent donc être capables d'acheminer les signaux informatiques, mais également les signaux de télévision
et la téléphonie. Vous allez le voir plus en détail dans les autres parties de ce webinaire. Enfin, dernier point, la prise murale du réseau de communication est au format RJ45. Elle présente l'avantage de permettre le raccordement de n'importe quel type d'équipement multimédia dans le logement, d'où sa qualification de prise universelle. Après les fondamentaux, parlons brièvement des performances des installations. Elles sont décrites dans la norme 90-483 qui définit désormais 2 niveaux de performance pour les réseaux de communication dans les logements neufs. La performance grade de TV est prévue pour distribuer les signaux informatiques jusqu'à des débits de 1 gigabit par seconde. Le grade 3 TV, lui, est dimensionné pour des débits allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Il faut savoir que les offres fibre optique des opérateurs proposent actuellement des connexions avec des débits de 1 gigabit par seconde. Mais la fibre optique, c'est un support qui permet des débits considérables et d'ici 3 à 5 ans, les offres des opérateurs seront sur une base de 10 gigabits par seconde. On voit donc naturellement l'intérêt du grade 3 TV qui garantit la pérennité et la longévité du réseau qui sera installé dans les logements. Côté télévision, sur les modes de diffusion historiques hertzien et satellite, ces 2 grades sont dimensionnés de façon identique pour distribuer la TNT et même le satellite sur une paire torsadée dédiée dans le câble. C'est pour cette raison qu'on parle de TV dans la dénomination de ces 2 grades. C'est également pour cette raison que la réglementation parle de grades et non pas de catégories. Les grades du résidentiel n'ont pas de réelle équivalence dans les catégories informatiques. Et en fait, ça vient de la distribution de la télévision par satellite. Donc, pour garantir le bon fonctionnement, tous les composants formant les liens câblés du réseau doivent être conformes aux dispositions de la norme 90-483. Soit les connecteurs, les répartiteurs et les cordons des coffrets de communication, les câbles et les prises murales. Passons maintenant aux prises installées dans le logement. La réglementation définit de 2 manières le nombre de prises à installer dans le logement. Le code de la construction donne une exigence minimale. La norme XPC 90-483 apporte des recommandations complémentaires. On notera que dans tous les cas, 2 prises juxtaposées sont exigées. Elles sont posées l'une à côté de l'autre au niveau de l'emplacement des équipements audiovisuels principaux, c'est-à-dire dans la majorité des cas, dans le salon ou dans le séjour. L'objectif, c'est de permettre de placer et raccorder une box Internet à l'aide d'une prise et de renvoyer l'une de ses sorties vers le coffret de communication. Ainsi, même si la box est placée dans le salon, les signaux Internet et télévision par Internet peuvent être transmis dans les autres pièces du logement, encore une fois grâce au coffret de communication. Pour la plupart des autres pièces, une prise RJ45 est le minimum, 2 prises, la recommandation pour être compatible avec les usages actuels et à venir. Ces prises doivent être utilisables par les équipements et donc sont à compléter par le positionnement de points d'accès Wi-Fi sur des liens de câblage distincts. Ainsi, elles sont libres pour une utilisation par des équipements et des usages qui nécessitent les meilleures performances dans le logement en termes de débit, comme par exemple les flux vidéo. Alors ensuite, on va parler du contenu du coffret de communication qui lui aussi est défini par la réglementation. Comme je vous l'ai dit précédemment, le coffret de communication, c'est le centre de l'installation. Sa composition minimale réglementaire, elle est décrite dans le code de la construction et les performances des composantes dans la norme 90-483. On va y retrouver un bandeau de brassage équipé d'autant de connecteurs que de prises murales dans le logement, avec un minimum de 4 connecteurs. Ces connecteurs sont de performance grade 2 TV ou grade 3 TV et sont donc impérativement blindés. Le coffret reçoit les arrivées des opérateurs, donc cuivre ou optique, matérialisés par les DTI RJ45 ou les DTI optiques. Le coffret est obligatoirement équipé d'un répartiteur adaptateur audiovisuel permettant de transmettre les signaux radiofréquences comme la télévision. Enfin, il est équipé également d'un bornier de raccordement à la terre qui est nécessaire pour la sécurité, mais également pour la performance CEM de l'installation en mettant à la terre les blindages des connecteurs. Et enfin, il peut recevoir, si nécessaire, d'autres équipements, comme par exemple un répartiteur téléphonique ou un switch Ethernet. Le coffret de communication, il est également complété dans la réglementation par ce que l'on appelle le volume attenant
ou plus communément la zone attenante, qui a pour vocation d'accueillir les équipements de communication des opérateurs comme la box Internet lorsqu'elle est centralisée auprès du coffret de communication. Elle peut également permettre de recevoir un switch Ethernet pour créer un véritable réseau dans le logement qui connecte tous les équipements à Internet. Cette zone attenante peut être distincte ou intégrée au coffret de communication en respectant strictement les dimensions minimales indiquées dans le code de la construction, qui sont de 24 par 30 cm et une profondeur de 20 cm. Elle doit aussi être équipée d'au moins une prise de courant pour alimenter les équipements qu'elle recevra. Alors, il faut savoir que la norme XPC 90-483 décrit désormais les contrôles à réaliser sur l'installation, selon 3 niveaux qui vont de la simple vérification à la certification complète. Je ne m'attarde pas sur cet aspect de la réglementation qui sera traité plus tard dans le webinaire. Enfin, pour terminer, la dernière obligation réglementaire n'est pas des moindres puisqu'il s'agit du raccordement des logements à la fibre optique. En effet, au travers du code de la construction, la réglementation demande à ce que le pré-câblage optique soit obligatoirement réalisé pour chaque logement. Alors, dans les logements collectifs, cela signifie qu'il faut déployer une colonne de communication complète allant du pied d'immeuble à l'intérieur du logement. Et les composants de cette colonne de communication, câbles, boîtiers d'étage, boîtiers de pied d'immeuble, DTI optique, doivent être posés et raccordés. Dans le cadre des logements individuels, l'obligation est la même avec la pose à minima du DTI optique dans le coffret de communication, raccordé à un câble. Ce câble doit être tiré jusqu'au point de démarcation en limite de propriété du logement et mis en attente dans un boîtier de raccordement étanche. Il sera ensuite raccordé dans ce même boîtier par une soudure vers le câble de distribution dans les réseaux publics. Voilà, j'espère que cette partie vous aura apporté un niveau d'information suffisant. N'hésitez pas à nous poser des questions en fin de webinaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous propose de passer à la partie suivante, bien choisir les produits, câbles RJ45 cordon, animé par Julien Leroy du Cicabel. Bonjour à tous, merci Romuald. Je me présente donc Julien Leroy, moi je suis responsable marketing produit chez Acom. Alors en quelques mots, Acom pour ceux qui connaissent pas, donc chez Acom, on développe et on produit en France des câbles et des solutions de câblage pour les réseaux du bâtiment, des télécoms et aussi pour le marché de l'automobile. Alors j'ai aussi une autre casquette, hein, je suis président de la commission technique des câbles de communication cuivre et c'est à ce titre du coup, que j'interviens, donc c'est au Cicabel, hein, et c'est à ce titre que j'interviens. Et donc moi, je vais vous expliquer comment, bien choisir les produits en suivant le marquage grade 2 TV et grade 3 TV. Le câblage résidentiel, donc, il permet, de distribuer, tous les services, hein, téléphone, données, télévision, TNT, satellite, sur un câblage unique sur n'importe quelle prise du logement. Et ça n'a pas toujours été le cas, hein. Si on se remémore, si on revient en arrière, il y a plusieurs années, on avait 3 réseaux distincts, accessibles sur 3 prises différentes, sur 3 prises de communication différentes. Donc on avait, le câble coaxial avec la prise coaxiale, le câble de téléphonie avec la prise, gigogne, la fameuse prise en T, et puis, donc le câble de données avec la prise RJ45. Aujourd'hui, tous les médias sont diffusés, sur le même câble et sur la même prise RJ45. Alors il y a plusieurs avantages à ça. Le premier, c'est la flexibilité, puisque chaque service va être accessible sur chaque prise, par simple brassage au niveau du coffret de communication. Donc ça permet de reconfigurer en fait les prises en fonction de l'évolution, des pièces et en fonction de l'évolution aussi, des besoins, dans la maison. Un exemple, effectivement, si, on a, un bureau avec, un poste informatique, on veut le transformer, en chambre, et du coup, par simple brassage au niveau du coffret, on va pouvoir mettre la télévision sur cette prise. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne sur un câblage en étoile à partir du coffret de communication qui va centraliser l'arrivée des services et leur départ vers les prises RJ45. Là, sur l'illustration, du schéma, on voit effectivement, à gauche, les différents services en entrée.
Alors si on prend, l'exemple du téléphone ou des données, on va retrouver, l'arrivée du réseau en fibre optique. Ça pourrait être aussi, le cuivre, mais, on va prendre l'exemple en fibre optique avec le déploiement, de la fibre optique qui est assez fort en ce moment. Donc la fibre optique est raccordée sur le DTIO pour venir se connecter à la box. Ensuite, de la box, par brassage avec des cordons, RJ45, RJ45 jusqu'aux prises, on va pouvoir, transporter le signal vers les différentes prises du logement et donc vers les différents équipements. Alors, on peut avoir par exemple, une caméra IP, une console de jeu, un ordinateur. Ça peut être aussi un disque dur réseau NAS, une imprimante, une barre de son, un décodeur TV. Bref, tout un tas d'applications en fait qui vont, avoir une prise RJ45 qui vont être en IP. Alors, si on regarde maintenant, donc ça s'appelle en fait, la partie, ICT, hein, dans la norme, donc pour la partie données. Si on prend maintenant, l'exemple de la télévision, en termes de service, on peut avoir en entrée du coup une parabole pour le satellite ou alors une antenne hertzienne pour la partie, TV TNT terrestre. Donc ils vont se brancher sur, un dispositif de répartition amplification TV. Et ensuite, via un cordon d'adaptation FRJ45, sur la prise RJ45 du coffret, on va distribuer, le service vers la télévision. On n'aura plus qu'à brancher un cordon d'adaptation au niveau de la télévision, un cordon donc RJ45F. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie BCTB dans la norme pour la distribution télévision. Donc on a bien ces deux flux, d'un côté les données, de l'autre côté la télévision. Alors comment bien choisir les câbles grade 2 TV et grade 3 TV? Alors déjà les 2 câbles, hein, que ce soit le grade 2 ou le grade 3, tous les 2 ils sont capables de transporter, les signaux TV donc, TNT, IP ou satellite jusqu'à 2 gigas 150. Comment? Parce qu'ils ont une paire spécifique, hein, qu'on appelle la paire TV ou, la paire satellite, donc c'est la paire marron qui est conçue spécifiquement pour cette application. Alors le premier point pour les choisir, ça va être de vérifier, la conformité aux normes. Donc cette conformité aux normes, vous allez pouvoir la trouver soit dans la documentation technique ou la fiche commerciale du fabricant. Vous allez aussi la retrouver du coup sur le marquage du câble. Donc sur le marquage du câble, il faut bien veiller à ce que soit spécifié effectivement le type de câble, la conformité à la norme et puis aussi l'Euroclasse feu, hein. Vous savez l'Euroclasse feu, donc ça a été introduit, en 2017 par le règlement européen des produits de construction, donc on appelle le RPC, ou CPR, en anglais et donc voilà, il est aussi obligatoire d'indiquer l'Euroclasse feu, du câble. Ensuite, la différence entre les 2 câbles, grade 2 et grade 3, donc elle va être liée à la notion de débit. Pour le grade 2 TV, on va être sur un débit de 1 gigabit, alors que sur le grade 3 TV, on est sur un débit de 10 gigabits. L'autre point différenciant, ça va être sur le PoE, la puissance PoE. Donc le PoE, hein, c'est ce qui va permettre de transmettre, les données, mais aussi la puissance sur le même câble. Pour le grade 3 TV, on va être sur une puissance de 90 watts. On peut transmettre jusqu'à 90 watts de puissance à l'équipement, alors que sur un câble grade 2 TV, là, on va être sur une puissance inférieure, une puissance de 30 watts maximum, en utilisant un switch PoE et donc en transportant la puissance sur les 2 paires. Et enfin, donc le dernier point qui les différencie, c'est l'affaiblissement de couplage, hein, donc ça correspond à la protection électromagnétique du câble et donc le grade 3 TV va avoir une meilleure immunité électromagnétique, par rapport à un câble grade 2 TV. Donc concrètement, ça veut dire qu'effectivement, en cas de pollution de l'environnement, le grade 3 TV, va être, beaucoup mieux protéger en fait, la transmission des signaux par rapport au grade 2 TV. Donc pour résumer, le grade 2 TV, effectivement, ça va être le minimum exigé par la réglementation et le grade 3 TV, lui, il va permettre d'être prêt, effectivement pour la montée en débit qui va se faire sur le réseau optique. Un câblage catégorie 6 ou 6A, effectivement, ne répond pas à la réglementation, hein. Un câble catégorie 6 a une bande passante de 250 MHz et un câble catégorie 6A a une bande passante de 500 MHz, donc ça ne permet pas de transmettre les signaux TV. Alors parfois, on a la question, est-ce qu'un câble catégorie 8, peut faire passer le signal TV? Donc la réponse est également non. La bande passante d'un câble catégorie 8, c'est, 2 GHz et donc ça ne permet pas de transmettre l'intégralité de la bande TV. Alors comment choisir les connecteurs?
Côté coffret et à la prise terminale, les connecteurs doivent être écrantés et ils doivent répondre à des exigences supplémentaires qui sont fixées, spécifiées dans la norme XPC 90-483. Ces exigences supplémentaires, elles concernent la transmission du signal TV. Donc c'est des limites, qui ont été fixées dans la norme, des exigences qui ont été fixées dans la norme sur la partie affaiblissement, sur la partie return loss, donc l'affaiblissement de réflexion et aussi sur la partie affaiblissement de couplage. Donc concrètement, une prise RJ45 grade de TV, ça correspond à un connecteur catégorie 6, mais avec ses exigences supplémentaires pour la partie TV. Pour la prise RJ45 grade 3 TV, ça va correspondre à un connecteur 4.6A, mais également avec ses exigences supplémentaires pour la partie télévision. Alors comment les reconnaître? Les prises RJ45 doivent être mentionnées par les fabricants comme compatibles grade 2 TV ou compatibles grade 3 TV. Cette mention, vous allez la retrouver soit sur le packaging du produit ou soit sur la documentation du produit. Donc ça peut être la fiche commerciale ou une brochure commerciale. Alors un autre point, c'est de respecter l'association des composants. Une prise RJ45 grade 2 TV ou compatible grade 2 TV, elle doit être associée avec un câble grade 2 TV. Donc ça permet d'avoir un débit de 1 gigabit. Et en utilisant une prise grade 3 TV et un câble grade 3 TV, vous allez avoir un débit de 10 gigabits. Si vous utilisez une prise grade 2 TV avec un câble grade 3 TV, donc si vous mixez, la qualité du lien, la performance du lien sera toujours limitée par l'élément le plus faible. Donc si on mixe, vous serez limité en fait à un débit de 1 gigabit correspondant au grade 2 TV. Alors pour choisir les cordons, là encore donc on va avoir les 2 types de cordons, hein. On a les cordons RJ45 pour la transmission des données et les cordons d'adaptation RJ45F pour la partie télévision. Alors pour les cordons d'adaptation RJ45F, il y a une norme qui est en cours d'élaboration et de finalisation, à la FNOR qui spécifie en fait, les performances de ces cordons d'adaptation. La longueur de ces cordons, la longueur maximum de ces cordons va être différente suivant l'application. Quand on est sur la partie données, on va avoir 45 mètres donc de câble grade 2 TV, grade 3 TV, ce qu'on appelle le canal, le lien permanent et on va avoir 2,50 m de cordon côté coffret et 2,50 m à la prise terminale. Donc pour la partie données, ça nous fait un lien canal de 50 mètres au total. Quand on est sur la partie de télévision, on a toujours les 45 mètres maximum de câble, mais là on va avoir par contre 1 mètre, la norme prévoit 1 mètre en fait de cordon RJ45F au niveau du coffret et 2,50 m à la prise. Donc ça fait un lien canal de 48,5 mètres au total pour la partie TV. Alors ce qui est déjà largement supérieur aux besoins, hein. La plupart du temps, les liens sont plutôt de l'ordre de 20 mètres. Donc voilà, ça permet en tout cas de pouvoir gérer les cas un peu particuliers. Donc en résumé, pour une installation conforme à la réglementation, c'est facile. Choisissez des câbles grade 2 TV ou grade 3 TV et puis des connecteurs et des cordons compatibles grade 2 TV ou grade 3 TV. Voilà, je vous remercie et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat et je vais passer maintenant la parole à Henri Ly. Eh bien, bonjour. Après toutes ces précisions normatives et réglementaires, je vais essayer d'avoir une présentation beaucoup plus opérationnelle sur comment on met tous ces produits en ordre de marche. Donc je me présente Henri Ly, société Casanova, et je m'occupe de la direction technique et de la normalisation au sein de Ignes, et je participe également à des groupes comme Objectif Fibre ou Promotelec pour bien organiser cette distribution intérieure dans les logements. Donc les sujets qu'on va traiter, c'est tout simplement quel type de connexion au réseau public, puisque nous avons dans ce réseau résidentiel à mettre en phase des sources qui sont extérieures au logement, avec une distribution qui est intérieure au logement. Donc on va voir également quelle est l'installation minimale, mais là je crois qu'on l'a déjà bien abordé. On va regarder une installation typique pour un 4 pièces. Ensuite, pour ceux qui veulent simplifier, une box ou un terminal opérateur au niveau
du séjour, voire le lien de déport spécialisé, un nom un petit peu complexe, mais qui précise les différents moyens d'accès pour distribuer des réseaux aussi bien coaxiaux que fibre optique dans le séjour. Et également des installations, des exemples de recommandations, d'installations recommandées dans la 1500, dans la 90 483 ou Promotelec, avec 2 cas que l'on va mettre en présence. Donc, l'équipement minimal pour un logement de type 2, ça nous impose un tableau de communication que l'on voit ici, des ressources que l'on voit ici également, en haut, avec des ressources Internet, des ressources télévision, radiofréquence ou satellite, des ressources téléphone et des ressources fibre optique. C'est donc une obligation réglementaire. Maintenant, comment est composée une installation? Avec des câbles, comme vient de le dire Julien, des câbles grade 2 TV ou grade 3 TV, selon ce que l'on souhaite avoir, et également des socles de prises RJ45, donc des prises qui sont grade 2 TV ou grade 3 TV, je le rappelle, pour ces prises qui doivent, et ces câbles, qui doivent aller sur la paire numéro 4 jusqu'à 2150 MHz, puisque c'est la limite de la distribution satellitaire en France. Ensuite, le tableau de communication, il doit comprendre le bandeau de brassage que l'on voit en haut sur la partie haute de ce tableau, un DTIO qui est l'arrivée, le point d'interface de l'arrivée du réseau optique, un DTI qui est le point d'arrivée du réseau cuivre. Ce réseau cuivre reste obligatoire partout, sauf dans les zones qui ont obtenu le statut de zone fibrée, mais zone fibrée au sens de l'ARCEP. C'est donc l'ARCEP qui définit ça. Tant que la zone n'est pas fibrée, il y a à peu près une centaine de communes qui ont obtenu ce label, 100 communes sur 36 000, c'est relativement peu de communes qui ont pu obtenir ce label. Et ensuite, un HNI, c'est le point d'arrivée du réseau radiofréquence qui se trouve en haut, un emplacement, c'est le coaxial qui arrive des antennes qui est ici. Maintenant, on va mettre toutes ces ressources en phase avec la distribution qui est en haut. On a donc besoin d'une zone ou d'un volume attenant. Je précise qu'il doit être adjacent, donc il ne peut pas être distant du tableau de communication, il est adjacent ou intégré au tableau de communication. Pour une bonne distribution dans un logement, on a des sources qui viennent de l'extérieur. Ces sources connectées, c'est Internet, c'est le téléphone, c'est la télévision, qu'elle soit en télévision IP, c'est-à-dire celle qui vient d'Internet, ou la télévision qui vient d'antennes, satellites ou radiofréquences, mais éventuellement des réseaux privés qui peuvent être le portier, l'interphone, un intranet, enfin bref, des réseaux privés qui peuvent également être mis à disposition d'un logement. Ces services qui sont en arrivée doivent être distribués. On va essayer de faire la part des choses et se poser les bonnes questions pour avoir une distribution optimisée à l'intérieur du logement. Donc déjà, il va falloir savoir quel type de connexion nous avons. Elle peut être Internet FTTH, donc là, c'est bien la fibre optique. Elle peut être en coaxial avec des systèmes qui sont distribués par le réseau câblé à un système qui s'appelle DOCSIS, qui peut permettre également d'être connecté à Internet, mais également pour ceux qui n'ont pas encore la fibre, par une connexion sur l'ADSL cuivre, où là, effectivement, on est un petit peu en bas débit. Ensuite, la deuxième question qu'il faudra se poser, c'est où veut-on avoir les équipements de l'opérateur? Soit c'est au tableau de communication, soit c'est au séjour. De cette position-là, il va falloir définir, soit on a un lien de déport spécialisé, soit nous n'en avons pas. Donc l'approche sera un petit peu différente. Et les services distribués, il faut savoir ce que l'on attend. Est-ce que l'on veut une télévision distribuée exclusivement en IP? Est-ce qu'on dispose d'une antenne? Et également le satellite. Les débits qui vont, en fonction de cet environnement, les débits qui seront disponibles varieront. On va étudier 2 cas différents que je vais vous présenter maintenant. Donc, on passe au slide suivant. Donc, le cas numéro 1, on va prendre pour un appartement de 4 pièces. On a vu que certaines
RJ45 sont obligatoires. Elles sont mentionnées en bleu. Donc, dans un logement, on va trouver 2 prises jumelées dans le séjour, une prise dans une chambre, une prise dans une autre chambre. C'est le minimum réglementaire. Mais la recommandation de la 90-483, comme l'a précisé Romuald, il est nécessaire, il est recommandé, vivement recommandé, d'avoir des connexions RJ45 complémentaires pour assurer une bonne distribution. Quand je prends l'exemple de ce séjour ici, eh ben, c'est peut-être bien utile d'avoir une RJ45 positionnée ici pour pouvoir mettre une borne Wi-Fi, sachant que la box elle va être ici, des arrivées pour un smart home, dans une chambre ou un bureau, mettre une seconde prise pour mettre une imprimante ou d'autres équipements. Bref, on va mettre davantage de prises pour distribuer, pour mettre à disposition du logement une configuration qui permettra également d'être très mobile, de pouvoir changer l'organisation du logement, qui peut très bien imaginer de dire je transforme une chambre en bureau en fonction de l'évolution du logement ou des attentes des nouveaux locataires. Dans le tableau de communication, dans ce cas-là, on va trouver la box qui est dans le tableau de communication dans la zone attenante, une interface Smart Home, par exemple, qui peut être mise ici, un switch qui va être mis en bas, mais également un distributeur télévision radiofréquence qui sera mis en haut. Voilà, on va passer à la slide suivante, pour mettre en relation les ressources avec la distribution, c'est le brassage. Le brassage, là, je l'ai simplifié par un jeu de couleurs. Par exemple, des services internes au logement, j'ai mis des cordons rouges, on va mettre des cordons de brassage qui vont mettre en relation une arrivée avec des prises. La rouge, par exemple, la prise 5 en l'occurrence, va être une distribution d'un système radiofréquence. Si je veux une distribution radiofréquence, non, je me suis trompé, c'est pas radiofréquence, c'est Smart Home au début. Donc, la distribution radiofréquence va partir du HNI multiple, donc de la réception terrestre ou satellite. La prise 11 et la prise 8 vont être brassées, prise 11, prise 8, pour apporter les services radiofréquences aux prises du logement, etc. On va pouvoir distribuer comme ça un réseau LAN, le téléphone, etc. Donc, toutes les prises sont distribuées par ce qu'on appelle le brassage. On va passer à la slide suivante. Donc, parlons du lien de déport spécialisé. Le lien de déport spécialisé, il permet la localisation des équipements opérateurs dans le séjour. Ça permet de simplifier le raccordement parce que si on veut la box dans le séjour et qu'il n'y a pas eu de câble de passé, eh bien c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir implanter avec du très haut débit dans le séjour la box. Et puis ça permet également, on va voir pourquoi, d'apporter un service qui ne sont pas imposés ou des services qui ne sont pas imposés par la réglementation française, comme par exemple une télévision qui va aller jusqu'à 3 GHz. On a vu tout à l'heure, dans ce que Ronald et Julien nous ont expliqué, que la télévision, aujourd'hui, elle est limitée à 2150 MHz. Donc, si on veut aller jusqu'à 3 GHz, il faudra utiliser un coaxial. Le lien de déport spécialisé, on va le voir tout de suite au slide suivant. Il est composé comme ça. On a vu que depuis le tableau de communication, on a 2 câbles, 2 RJ45 qui sont distribués dans le séjour. On va ajouter 2 liens. Un lien qui est un lien optique qui va partir du tableau de communication, qui va mettre une prise optique dans le séjour, qui servira, on va le voir après, à déplacer l'arrivée optique du tableau de communication au séjour, mais on va avoir exactement le même lien avec un lien coaxial pour pouvoir ramener une distribution satellite jusque dans le séjour. Slide suivant. Donc, comment ça se passe au niveau du lien quand on est en FTTH, en optique? Je pense que ma souris est active, mais j'en suis pas certain. Depuis le DTIO, on va utiliser ce lien de déport en vert ici, qui va arriver dans le séjour. Dans le séjour, on va mettre la box dans le séjour. On disposera ainsi de tous les équipements Internet, téléphone et télévision IP dans le séjour. Et on va utiliser une prise RJ45 qui est jumelée pour renvoyer tout le
tous les signaux arrivant dans la box au tableau de communication. Ça pourra donc être à nouveau redistribué. Voilà, on passe au slide suivant. Donc, dans un 4 pièces avec un lien de déport spécialisé, on aura ce lien de déport spécialisé là qui est figuré ici, qui relie le tableau de communication au séjour. Et à ce moment-là, on trouve dans le séjour la box et les équipements, la set-top box pour la télévision, avec une distribution qui est revenue dans le tableau de communication qui permettra une distribution sur tous les postes, tous les services, sur toutes les prises du logement. Voilà, on passe au slide suivant. Un cas un petit peu particulier, c'est lorsque on a une distribution, on l'a vu au début de la présentation, une distribution qui est en FTTLA, ça veut dire que c'est une arrivée en coaxial. C'est en fibre optique jusqu'au dernier amplificateur, auquel cas le réseau arrive par le coaxial, il est renvoyé par ce lien coaxial jusque dans le séjour par le LDSS que l'on trouve ici. Et sur cette prise coaxiale dans le séjour, on pourra mettre la box qui, à son tour, pourra délivrer les signaux téléphone, télévision, Internet et renvoyer par le biais d'une des prises jumelées dans le séjour au tableau de communication tous les services qui sont de la box au tableau de communication pour les redistribuer à l'intérieur du logement. Voilà, ben j'espère que j'ai été à peu près clair. Les questions, n'hésitez pas. Je vais donc maintenant passer la parole à Gauthier, Gauthier Imbert, pour la poursuite de tout ça. N'hésitez pas à poser des questions. Merci. Donc, Gauthier Imbert, je travaille chez Legrand. Je suis ici en tant que IGNES. Et je suis aussi responsable, donc Bixi, pour la zone Europe continentale. On va commencer par un exemple simple concernant le Wi-Fi. C'est qu'on arrive d'abord avec une fibre optique quelque part dans le salon. Donc, voilà le petit trait rouge en bas. Donc, il faut savoir déjà, quand on souscrit une fibre 1 giga, ce n'est pas vraiment 1 giga, c'est plutôt 400 mégas qu'on a en réalité. Je vais préciser aussi que dans cette présentation, j'ai été obligé de faire pas mal de raccourcis pour ne pas trop partir dans le technique. Donc oui, c'est bien des simplifications, ce n'est pas tout à fait la réalité technique, mais ça explique bien ce qu'il se passe. Là-dessus, on a notre fibre qui arrive. Il y a un utilisateur avec son smartphone qui est dans le salon, qui regarde l'Internet et il se rend compte qu'il y a parfois des coupures. Souvent, on met ça sur le dos du côté Internet, ce qui est très possible, mais des fois, le problème ne vient pas de l'Internet, mais il vient bien du signal Wi-Fi. On se rend compte que le Wi-Fi partage sa fréquence avec plein d'autres choses. Par exemple, le Bluetooth. Aussi, le réseau mobile, quand on connecte son téléphone. Les fours micro-ondes sont sur les mêmes fréquences. Donc, s'il y a une petite rayure sur la protection, ça peut créer des interférences. Et aussi, bonne coïncidence, ça vient d'apparaître dans les nouvelles il y a 2 ou 3 jours, avec un brouilleur Wi-Fi. On l'a vu, le brouilleur Wi-Fi qui est disponible par Internet, bon, c'est illégal, mais c'est disponible et facilement accessible, peut très bien tout bloquer. Donc, le Wi-Fi, il y a quand même des limites. Là-dessus, on va considérer maintenant un autre utilisateur qui est sur son ordinateur dans le bureau et qui, lui, fait de la téléconférence, un petit peu comme aujourd'hui, des applications cloud comme son Outlook, son Word qui sont dans le cloud et non pas installés sur le PC, de la réplication cloud, il enregistre ses fichiers ailleurs. Bref, un usage typique de télétravail. Et là, bien souvent, on entend, c'est bizarre, je ne vois pas l'amélioration par rapport à l'ADSL, donc finalement, la fibre, ça ne sert à rien. En fait, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est que le Wi-Fi, et là, je prends un exemple Wi-Fi N où il y aurait écrit 600 mégas sur la boîte, et ben, il ne donne pas 600 mégas. Il y a 50% du débit qui est perdu dans l'encryption et dans le contrôle. Donc déjà, on tombe à 300 mégas qui est utilisable. Et ensuite, le Wi-Fi, il va séparer son débit sur plusieurs antennes. Donc, au final, c'est bien 50 à 100 mégas pour chaque appareil uniquement. Ah, on a déjà bien réduit.
Et pourtant, j'ai qu'un seul appareil sur le réseau sur ce point-là. On continue, on se rend compte que l'appareil, il n'est pas seul, il y en a d'autres. Donc c'est un débit partagé. Donc ce 50 ou 100 mégas, il est partagé avec les autres utilisateurs, qui fait réduire à 40, voire encore moins, comme on le voit écrit sur les petits traits pointillés. Mais ce n'est pas tout. Le Wi-Fi, il va pouvoir émettre un bon débit si on est proche de l'appareil. Plus on est éloigné, moins le signal est fort. Et donc, l'appareil Wi-Fi va réduire le débit automatiquement pour pouvoir correspondre à ce signal plus faible, qui peut être donc l'éloignement ou alors traverser des murs ou encore pire, traverser les salles de bain qui ont beaucoup de métallique. Donc là, on va voir que des équipements qui sont loin, ils auront un débit qui seront peut-être que de 2 mégas, par exemple sur la caméra qu'on voit ici, et pas du tout les 50 qu'on pourrait espérer, juste parce qu'il est très loin. Mais là-dessus, il faut comprendre aussi que le Wi-Fi, en communiquant très lentement avec un appareil distant, va automatiquement réduire la performance des appareils proches. Donc, on reprend notre ordinateur qui avait pourtant un débit à peu près correct avant. Parce qu'on a connecté un autre équipement Wi-Fi plus loin, ça va réduire son propre débit. L'équipement Wi-Fi communique très lentement avec un appareil distant et donc va réduire automatiquement la communication qui était rapide avec les appareils proches. Donc là, notre ordinateur tombe à 10 mégas. Mais ce n'est pas tout. Il y a des voisins. Quand on est dans l'appartement, il y a des voisins un peu partout. On les détecte facilement. Et là, même s'ils ne sont pas sur le même réseau, ils ne sont pas connectés sur votre box, ils utilisent bien les mêmes fréquences. Là-dessus, il existe dans la fréquence 2.4 GHz, c'est la plus utilisée, il y a 11 canaux, mais parmi ces 11 canaux, il n'y en a que 3 sans recouvrement. En fait, il faut imaginer que c'est comme si on avait fait une autoroute à 11 voies et que la voiture, elle prend non pas 4 comme c'est écrit, mais 3 voies, il y a une petite erreur. Chaque voiture prend 3 voies, donc on peut en avoir que 3 voitures de front sur l'autoroute à 11 voies. C'est un peu dommage, mais c'est la réalité. Il y a une autre borne de fréquence qui est la 5 GHz, qui, elle, a bien 12 canaux sans recouvrement. Mais là, il y a une distance réduite. Donc, c'est une autoroute à 12 voies. Une voiture prend une voie, mais on va beaucoup moins loin à cause de cette fréquence. Il y a d'autres aspects encore sur le Wi-Fi. La latence, c'est le fameux ping. Si vous êtes un joueur par Internet, vous connaissez très bien ce problème. Le Wi-Fi va rajouter de la latence. Il y a l'aspect sécurité. Comment hacker un Wi-Fi? Si vous regardez sur Internet, il y a pas mal d'explicatifs et ce n'est pas très, très compliqué. La garantie des données. Ici, je parle de savoir qu'on va recevoir l'information. On peut imaginer que si on avait une caméra de sécurité qui était en Wi-Fi, quelqu'un qui s'approche avec un brouilleur, eh ben, on n'a plus de caméra de sécurité. L'énergie, comme on l'a vu, plus on est loin, plus l'appareil doit émettre fort et donc consommer plus d'énergie. Et au final, les déconnexions et reconnexions, on le voit, de temps en temps, notre appareil va se déconnecter et se reconnecter tout seul. Sur un téléphone portable, sur un ordinateur, ça ne pose pas trop de problèmes. Quand c'est une télévision qui fait ça pendant un match de foot, c'est un peu dommage de louper le but le plus important de la partie. Ce qui nous amène donc au fait que le Wi-Fi est complémentaire au câblage. Il ne le remplace pas. Donc, règle numéro 1. Si on a un appareil qui est fixe, on le câble, si c'est possible. Toujours câbler les appareils fixes. Donc, on prévoit d'abord une infrastructure de câblage. Règle numéro 2 qui va apparaître, c'est que le Wi-Fi ne va pas connecter trop d'appareils, ni d'appareils à niveau de faible puissance. Il ne faut pas le faire. Donc, on rajoute autant de points d'accès Wi-Fi que nécessaire pour ne pas faire ces problèmes-là. Et on les câble. Donc, on rajoute des câbles pour rajouter des points d'accès Wi-Fi afin d'avoir pas trop d'appareils et pas d'appareils distants connectés sur ces points d'accès Wi-Fi. Les solutions de répéteurs ou courant porteur, ce sont que des pansements qu'on n'a pas pu câbler. Ça ne doit pas être le choix numéro 1, car ils vont tous réduire les performances. Et finalement, il faut s'assurer que l'on optimise bien. Donc, on définit les paramètres correctement. On choisit ses fréquences par rapport aux voisins, par exemple, pour être sûr de ne pas recouvrir.
Ça peut se gérer dans les appareils. Certains vont le faire automatiquement, d'autres non. Et on va gérer la puissance en disant à l'appareil qu'il ne connecte pas les équipements qui auront un trop faible débit. Donc, si un appareil qui se dit « je veux me connecter, mais j'ai que la puissance pour 1 mégabit », eh ben, il va le rejeter pour ne pas dégrader la performance des autres. Ça, c'est aussi facile à régler dans ces appareils. C'est un petit paramètre facile d'accès. Donc, grâce à ça, on s'assure d'avoir un bon réseau câblé et un bon réseau Wi-Fi qui fonctionnera très bien. Et en plus de ça, grâce au fait qu'il utilise moins, il émet moins fort, il va aussi utiliser moins de puissance. Ça a été vérifié dans des tests. Le bilan, un bon réseau est toujours basé sur un bon câblage. C'est d'abord l'infrastructure de câblage. Ensuite, on rajoute le Wi-Fi comme une extension de ces câblages pour permettre la mobilité. Le plus proche on est de l'équipement Wi-Fi, le mieux. Donc, on prévoit autant de points d'accès que nécessaire pour avoir cette performance. Ceci est la fin de ma présentation. Je vais passer la main à Abdelkarim Benrouma et Arnaud Alexandre. Merci. Merci Gauthier. Bonjour à tous. Donc, je suis Abdelkarim Benrouma, donc je suis responsable du service formation et responsable technique réseau de communication. J'interviens donc à ce webinaire avec mon collègue Arnaud Alexandre pour vous présenter donc l'intérêt du contrôle des installations de communication dans les logements. Je vais commencer par vous présenter donc, le consuel. Ensuite, on parlera du contrôle des réseaux de communication dans les logements, le contexte réglementaire et normatif qui ont été abordés par les précédents intervenants. Mon collègue Arnaud Alexandre donc, interviendra pour vous présenter le constat qu'a fait Consuel donc, à travers quelques contrôles qu'on a réalisés sur site et donc la solution que Consuel voit pour améliorer la qualité de ces installations de communication. Alors, le Consuel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc c'est le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité. Donc, le statut du Consuel, c'est une association à but non lucratif, loi 1901, qui a à peu près 60 ans d'âge, donc 57 ans exactement, créé en 1964 et reconnu d'utilité publique. Le Consuel est accrédité par le COFRAC et donc il est administré par 3 collèges qui sont donc les distributeurs d'énergie, les installateurs et les usagers. Donc, le Consuel assure des missions pour garantir la sécurité des usagers de l'installation électrique et soutient la qualité professionnelle de la filière électrique. Donc, la mission principale est de veiller sur la qualité des installations et le respect des règles de l'art de ces installations sur le terrain. Le Consuel, donc, à travers sa mission, vise des attestations de conformité. Donc, il y a des attestations qui sont aujourd'hui obligatoires par la réglementation, notamment pour les installations de consommation, ce sont nos installations électriques dans nos logements, ou les installations donc, dans les différents locaux, et les installations de production, qui sont les installations principalement donc, photovoltaïques. Pour les installations de consommation, donc l'obligation date de 1972. Et pour les installations de production, donc elle date de 2010, avec l'arrivée du photovoltaïque, donc il y a eu l'obligation de fournir une attestation de conformité pour s'assurer que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art. Et très récemment, donc au mois de mai 2021, est arrivée l'obligation d'attestation de conformité pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Et donc, ces attestations sont obligatoires pour s'assurer de la sécurité de l'usager quand il va utiliser ces installations. Le Consuel fournit également et délivre des certificats de conformité quand cela n'est pas obligatoire. Notamment, aujourd'hui, on fournit des certificats pour des postes à haute tension et on fournit également des certificats pour les installations de télévision et les installations de réseaux de communication. Donc, ces certificats sont délivrés sur demande volontaire, il n'y a pas d'obligation là-dessus, de la part soit du maître d'ouvrage, soit de l'installateur, s'il veut donc prouver la qualité de ses réalisations sur site.
Alors, parlons un peu du contrôle des installations de communication dans les logements. Donc, le contexte réglementaire et normatif donc, ont été abordés lors des précédentes interventions. On a aujourd'hui principalement donc, l'article R113-4 qui découle de l'arrêté du 3 août 2016. Et cet arrêté du 3 août 2016 donc, impose un équipement minimum dans le logement avec bien sûr donc, des caractéristiques techniques des composants à mettre en œuvre pour assurer une performance minimale de l'installation. Ces exigences ont été reprises dans les normes, notamment la norme NFC 1500 avec son titre 11 qui explique les règles de mise en œuvre de l'installation de communication dans le logement. Ensuite, on a la norme XPC 90-483 avec sa dernière version de novembre 2020 qui donc arrive avec ces mêmes exigences et avec des recommandations en plus qui donc permettent à l'utilisateur d'avoir une installation de communication qui répond le plus possible à ses besoins. La norme XPC 90-483 a prévu 3 niveaux de contrôle de l'installation de communication, et ceci pour garantir un niveau de qualité qui permet à l'utilisateur de bénéficier le mieux possible de l'installation qu'il va mettre donc, dans son logement. Les 3 niveaux de contrôle, donc, je vais vous les présenter. Donc, le niveau 1, c'est un niveau qui s'appelle donc, vérification, donc, qui consiste à vérifier le bon raccordement des liens permanents après leur installation par l'installateur. Donc, ce contrôle, il est prévu sur 100% des liens. Il est obligatoire dans tous les locaux, quel que soit donc le local. Ça peut être donc dans les logements comme dans les locaux professionnels. Et c'est l'installateur qui a en charge donc la réalisation de ce contrôle. Et la norme XPC 90-483 exige qu'à l'issue de ce contrôle, l'installateur fournit un rapport au maître d'ouvrage, chose qui n'était pas prévue auparavant dans la version précédente. Le deuxième niveau de contrôle est le niveau de qualification. Et ce niveau de contrôle vise à vérifier les applications que l'installation est capable de supporter. Donc, ce niveau de contrôle s'appuie sur le niveau 1, sur le rapport de vérification de niveau 1, et donc il est prévu sur 100% des liens dans les logements collectifs et les lotissements, et il est recommandé pour les maisons individuelles et les locaux professionnels individuels. Donc, ce niveau de contrôle, il est demandé par le maître d'ouvrage. Il peut être réalisé soit par l'installateur, soit il peut le déléguer à un organisme de contrôle indépendant. Et comme le niveau 1, donc à l'issue de ce contrôle de niveau 2, donc l'installateur ou donc l'organisme de contrôle indépendant doit fournir un rapport de contrôle et un rapport de recette. Donc, ces 2 premiers niveaux de contrôle donc, nous permettent de voir une option intéressante qui consiste à faire réaliser ces tests de niveau 1 et de niveau 2 par l'installateur et de faire intervenir à la suite de ces contrôles un organisme de contrôle indépendant qui procédera à un contrôle par échantillonnage de l'installation avec un pourcentage qui sera défini donc, en fonction donc, de la volonté des différents acteurs. Aujourd'hui, donc, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas fait. Donc, tout ça, c'est à construire et qui finira par la délivrance d'un certificat de conformité ou d'une attestation de conformité, si cela deviendra un jour obligatoire, qui permettra de valider l'installation avant sa livraison à son client final.
J'arrive au troisième niveau de contrôle qui est la certification. Donc, c'est un niveau de contrôle qui va un peu au-delà des deux premiers niveaux. Et donc, cette certification vise donc à la vérification de la performance de transmission des différents liens mis en place donc, sur l'installation. Ce niveau de contrôle, donc, il est recommandé pour tout type de locaux. Ça reste une recommandation. Il peut être demandé par le maître d'ouvrage et il est réalisé par un organisme de contrôle indépendant qui fournira bien sûr donc, un rapport de vérification à l'issue de cette certification. Donc, comme vous avez vu dans les différentes présentations qui sont passées, donc, il y a pas mal d'exigences qui sont prévues par la réglementation, qui sont reprises dans les normes. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de contrôle. Et aujourd'hui, une installation peut être livrée à son client sans qu'elle soit fonctionnelle ou sans qu'elle ait le niveau de qualité requis. Donc, je vais vous passer la parole à mon collègue donc Arnaud Alexandre qui va vous parler un peu du constat qu'on a fait à travers les quelques contrôles qu'on a réalisés sur site et donc qui nous ont montré un niveau de qualité qui laisse à désirer. Et donc, il y a vraiment des choses à faire pour assurer donc, la qualité des installations de communication qui sont réalisées sur site. Donc, je laisse la parole à Arnaud. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y répondra par la suite. Bonjour à tous. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image, bon, je mets 100 commentaires, mais on va quand même en mettre quelques-uns. On voit que principalement, même si on prend les bons composants, même quand tout est bien installé, bah, le problème, c'est principalement au niveau des câblages. Je peux avoir les meilleurs composants, je peux avoir les meilleurs câbles, je peux avoir les meilleures prises. Si c'est mal installé, bah, ça fonctionnera très difficilement. Donc là, ce sont des exemples classiques de problèmes qu'on rencontre. C'est des dépérages, des drains qui ne sont pas raccordés. Et ça, c'est vraiment un problème principal. C'est vraiment le drain qui est vraiment très souvent oublié. Et les paires qui se croisent, qui vont dans tous les sens, des câbles coupés, enfin voilà. Donc c'est vraiment du non-respect de la réglementation au sens large. Aussi bien des fois au niveau du quantitatif qui va être installé, aussi bien au niveau de l'espace attenant qui a été plus ou moins oublié. Beaucoup de problèmes de mise en œuvre, des dégainages excessifs, des rayons de courbure qui sont pas respectés et des choix inadaptés de composants. Par exemple, au niveau des câbles, là où on sait qu'il va y avoir la télé, on met du grade de TV, puis là on se dit: «Oh bah, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir», on met juste du catégorie 6 et puis on dit: «Ça ira bien». On a eu des chantiers, quand on a été faire les tests, où on a eu quasiment 100% il y a eu sur chaque prise, il y avait un problème. Soit c'était pas le bon câble, soit c'était pas la bonne prise, soit c'était pas le bon câblage. Enfin, il y a systématiquement quelque chose. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a la théorie, puis il y a la pratique. Et en pratique, ben, des installations qui sont légèrement mal faites, et ben, derrière, ben, c'est l'ensemble qui ne fonctionnera pas et qui n'assurera vraiment pas la satisfaction auprès de l'utilisateur final. En sachant que l'utilisateur final, excusez-moi ces termes, mais c'est par exemple Madame Michu, elle a une prise, elle se branche, il faut que ça fonctionne. Elle ne sera pas derrière à savoir ce qui ne va pas aller sur son installation. Donc, nous, la méthode qu'on a mis en place pour faire ces tests, c'est la méthode qu'on utilise depuis plus de 50 ans au sein du Consuel, dans le cadre des courants forts. Donc, on se base vraiment sur l'engagement de l'installateur et on fait vraiment notre contrôle par sondage orienté et par échantillonnage. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous d'aller faire 100% des logements. Nous, on va aller faire quelques logements, on va vérifier l'intégralité, mais on va se baser par rapport au cahier de recettes fait par l'installateur. Et on va juste vérifier que ce qu'il a testé lui-même est correctement réalisé. Donc l'idée vraiment de ce certificat, c'est d'assurer le bon fonctionnement, donc la satisfaction des usagers au bout, qu'il y ait une bonne utilisation, une bonne mise en œuvre des composants, parce que c'est vraiment l'ensemble qui va assurer cette pérennité au niveau de l'installation. Prouver que c'est un travail de qualité, dans le sens que ça valorise vraiment le professionnel. Le professionnel pourra dire: «Moi, je vous prouve que j'ai bien travaillé».
Et surtout, ça va éviter des différentes réclamations que pourra avoir à différentes échelles, au niveau, par exemple, des locataires quand ils arrivent. Ça ne fonctionne pas, donc derrière, on va passer au niveau du maître d'œuvre qui va repointer vers le maître d'ouvrage. Ça risque de repartir au niveau de l'opérateur, les usagers qui ne seront pas contents. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de créer ce cercle vertueux, bon composant, bonne installation. On a testé, on a vérifié, tout est OK, on peut y aller. Donc, pour ce faire, on a des certificats de conformité. Donc, on a notre certificat historique télévision qui a 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on fait de la télévision. Et on a un certificat de conformité qui permet de faire soit de la partie fibre optique, donc du point de mutualisation jusqu'au DTIO, et aussi la partie réseau de communication résidentiel pour l'intérieur des logements. Donc, c'est vraiment, on a essayé de simplifier au maximum cet aspect administratif. C'est très simple, c'est juste une adresse, un nombre de logements et derrière, ça va être l'analyse des documents qui sont obligatoires de fourniture, qui seront utilisés pour pouvoir travailler en suivant. Donc, on a essayé de faire au plus simple, hein. Le bon de commande, il se télécharge en ligne, on met quelques informations et à l'issue de ces informations, on a son bon de commande qui est en ligne, on le reçoit par internet et derrière, on va aller faire cette vérification. On a une première question qui était le branchement à la terre des RJ45 dans le coffret. En effet, on a parlé des RJ45, on a parlé de la barrette de terre, mais comment est-ce qu'il faut les brancher, où est-ce qu'il faut les brancher? Vas-y. Alors, les RJ45, on l'a dit, sont blindés. Le câble est également lui-même blindé. Il est donc intéressant d'assurer cette continuité de blindage. Tout d'abord entre les deux connectiques, celui de la prise murale et celui du coffret de communication. Et pour de meilleures performances, effectivement, on indique qu'il est intéressant d'avoir le blindage relié à la terre. Pour faire cela, dans les coffrets de communication, normalement, les supports des connecteurs, qu'ils soient au format modulaire type disjoncteur ou sous d'autres formats, sont soit complètement métalliques et permettent donc d'assurer la continuité. Le lien se fait lorsqu'on clipse le support, le connecteur dans le support. Les supports modulaires, eux, doivent avoir une petite patte de liaison qui connecte le blindage du support en étant en contact au RIDE-IN. Et dans tous les cas, les supports qui reçoivent donc les bandeaux de brassage doivent être raccordés au bornier de terre avec un fil. Donc c'est un fil qui va du bornier de terre au support, quel qu'il soit, ou au RIDE-IN également. Et les continuités de terre sont assurées entre les connecteurs et les supports par simple contact lors de la mise en œuvre. Est-ce qu'il est interdit d'installer en parallèle un câble coax, puisqu'on a dit que notre câblage remplaçait le coax? Alors pour la première question sur le câble coaxial, donc effectivement, c'est pas interdit de mettre un câble coaxial en supplément. Donc il y a aucun problème si on a des besoins spécifiques ou même on avait évoqué le lien de déport, on peut très bien mettre un câble coaxial effectivement en plus du câble grade 2 TV ou grade 3 TV. La première question. Et la deuxième question, par rapport au Wi-Fi, si tu peux me la répéter. Oui, c'était que si on le met dans la box, est-ce que ça ne va pas réduire sa couverture Wi-Fi? Et est-ce qu'on propose d'autres solutions? Est-ce qu'on recommande autre chose? Alors effectivement, bah oui, si on a la couverture Wi-Fi, si la box est au niveau du coffret, bah, ça peut, en fonction de l'emplacement du coffret, ça peut réduire la portée du Wi-Fi. Et dans ce cas-là, ben, effectivement, à partir du moment où on a un câblage RJ45, il est tout à fait possible en fait d'utiliser un petit émetteur Wi-Fi, un petit boîtier Wi-Fi, et de le brancher justement sur une prise RJ45. Comme ça permet effectivement de ne pas avoir de perte de signal. Et dans ce cas-là, on va pouvoir bénéficier d'une meilleure couverture Wi-Fi sans utiliser la fonction de répéteur en fait de la borne Wi-Fi. Hein, le mieux, c'est vraiment de la brancher sur la prise RJ45. Je vais quand même préciser que les fabricants ont fait quelques tests et vu que les espaces attenants pour les box sont soit ouverts, soit ils ont un panneau en plastique, les effets négatifs pour le Wi-Fi sont vraiment très très faibles.
existe-t-il une recommandation, cette fois c'est à nouveau sur le coax, une recommandation d'installer une liaison coax pour transporter les signaux TV RF jusque dans le salon en complément de la paire torsadée? C'est tout à fait le but du lien de déport spécialisé, parce que comme on l'a vu, les câbles à paire torsadée sont limités à la paire 4 du câble à paire torsadée est limitée à 2150 mégas. C'est ce qui est réglementaire en France sur le satellite. Maintenant, il existe certains programmes qui sont diffusés sur des fréquences plus élevées, et donc jusqu'à 3 GHz. Donc, le fait est que de tirer ce lien de déport spécialisé avec un câble qui comporte un câble coaxial jusque dans le séjour permet de répondre à cette demande qui, je le rappelle, n'est pas une obligation, mais qui peut être une attente des utilisateurs de chaînes jusqu'à 3 GHz. Êtes-vous en train de suggérer que c'est maintenant mieux de mettre la box dans le salon et pas dans le coffret technique? Alors là, je vais essayer d'être assez clair. Le cœur du réseau résidentiel reste le tableau de communication. Je pense, mais pour ma part, qu'il est préférable, et certains opérateurs le privilégient également, de maintenir la box ou le terminal opérateur plus exactement dans le tableau de communication. Ça permet d'avoir une plus grande facilité de distribution à l'intérieur du logement. Maintenant, certains opérateurs ont des box qui intègrent la conversion opto-électronique et qui préfèrent l'avoir directement dans le séjour pour des questions, je ne sais pas moi, de design de la box ou qui permet d'avoir cet équipement, je vais dire, avec l'affichage de l'opérateur qui est visible par tout le monde et dans le séjour. Bon, pour l'essentiel, et pas que pour moi, je pense que pour la plupart de mes confrères, il faut considérer le tableau de communication comme le centre de distribution, le cœur du distribution en étoile du logement, et la position à privilégier reste le tableau de communication. Maintenant, effectivement, on peut comprendre que certaines personnes le veuillent dans le séjour, et on a tout prévu pour pouvoir le faire. Je rappelle quand même que ce lien de déport spécialisé, à l'origine, a été demandé par les opérateurs. Voilà. Merci Henri. Je vais prendre les deux petites questions qui sont pour moi avant de donner les questions pour le consuel. Alors moi j'en avais une, c'est pourquoi est-ce que le lien de 1 giga en fibre optique donne que 400 mégas? Ça, c'est pas moi qui le dis, j'avais mis la source dans la présentation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si sur la fibre optique, c'est un lien dédié, à la fin, ça va à un local qui a l'opérateur. Et là, il a un équipement qui, lui, est partagé avec tout le monde. Donc, il ne peut pas donner toujours le maximum. Le 1 giga, c'est un maximum théorique. Ce n'est pas vraiment un réel. Mais ça, il faudra plutôt en discuter avec les opérateurs. J'avais une deuxième question qui était concernant le CPL, donc le courant porteur. C'est pareil, le CPL, c'est vraiment qu'un pansement quand on ne peut pas faire autrement. Règle numéro 1, on y repart. Si on peut, on le câble. Si on ne peut pas le câbler, on met un point d'accès Wi-Fi au bout d'un câble. Si ce n'est pas possible comme ça, on peut utiliser du courant porteur, mais il a aussi des problèmes d'interférence, de distance, de performance, etc. Donc, c'est une super solution quand on n'a pas d'autres options. Je vais donc terminer avec les questions pour le consuel. Alors, j'ai la première question. Les contrôles sont-ils obligatoires? Et si oui, à partir de quelle date de permis de construire? Un peu délicat. Vas-y. Oui, effectivement. Donc, aujourd'hui, les contrôles ne sont pas obligatoires parce que l'obligation doit intervenir à travers un texte réglementaire. Aujourd'hui, les textes réglementaires donnent des exigences en termes d'équipement, mais ne parlent pas d'obligation de contrôle. Donc aujourd'hui, le contrôle n'est pas obligatoire et donc on ne peut le faire que si on a une demande exprimée, soit par un maître d'ouvrage, soit par l'installateur, dans l'objectif de valoriser ses travaux.
Donc, vous avez vu dans la présentation donc, les quelques exemples d'état d'installation sur le terrain. Donc, aujourd'hui, le contrôle n'est pas obligatoire, mais bon, pour améliorer la qualité, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que cette qualité soit améliorée, puis qu'il y ait un œil sur ces installations réalisées sur site. Et si donc il y a des choses à rectifier, que ça soit détecté avant la livraison de l'installation. J'avais une deuxième question qui est un petit peu liée à ça, c'est où peut-on récupérer cet update d'obligation pour les recettes? Comme tu l'as dit, c'est pas dans la réglementation, Tout à fait. c'est donc dans la norme. C'est bien ça que tu nous dis, c'est de tout Tout à simplement fait. de récupérer Donc, la norme. voilà, la norme donc exige les niveaux de contrôle que j'ai présentés donc tout à l'heure, mais aujourd'hui, un installateur, il n'y a rien qui l'oblige sur site donc voilà, de respecter tout ça parce qu'il n'y a personne qui regarde derrière, personne n'a un œil sur ce qui a été réalisé et il n'y a pas d'attestation de validation de l'installation avant sa livraison. D'accord, merci beaucoup. Je vois qu'on a encore des questions qui arrivent, mais on commence à vraiment dépasser. Ce que je vais proposer, je vais juste répondre rapidement aux deux que je vois à l'écran pour aller finalement à la conclusion. La première, c'était pourquoi les câbles VDI en tertiaire ne sont pas les mêmes. Pourtant, on distribue bien de la télé. Alors là-dessus, c'est parce que dans le résidentiel, on doit recevoir le signal télévision dans son format hertzien, ce qui est l'habitude de tout le monde, alors qu'en tertiaire, on utilise beaucoup plus de la distribution IP. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil et l'objectif n'est pas le même, mais ça n'interdirait pas d'utiliser aussi ces câbles-là. J'ai une dernière question qui pourrait quand même te revenir à nouveau à toi, Abdelkarim. La réglementation XPC 90-483, je l'ai lu exactement comme c'était parce que tu pourras le corriger. Est-elle applicable et à partir de quelle date? Je te laisse y répondre quand même. Oui, tout à fait. Donc en fait, la XP C90 483 n'est pas une réglementation, c'est une norme. Et donc, elle indique des exigences, mais la norme, par principe, n'est pas obligatoire. Donc il faut qu'il y ait un règlement qui fait que cette norme soit obligatoire. Et il faut que l'obligation vienne du règlement et pas uniquement de la norme. D'accord. Donc en fait, c'est bien le souhait du donneur d'ordre qui dit je souhaite une conformité. C'est lui qui, Tout en à fait. demandant la conformité, qui demande le contrôle. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On en a fini pour les questions-réponses. Je propose donc de terminer avec une petite conclusion. Donc, en conclusion, je vais présenter au nom d'Ignes, cette fois-ci. Je suis Gauthier Imbert, membre d'Ignes. Je vais rappeler, on a eu la question plusieurs fois, que vous recevrez par mail par la suite, si vous avez bien donné le bon mail, vous recevrez les présentations, vous recevrez les enregistrements vidéo. Si vous avez des questions complémentaires à cette présentation, vous n'hésitez pas à contacter les personnes qui sont affichées à l'écran. Sur ce, je pense que c'est la fin. On vous remercie d'avoir participé. On remercie toutes ces questions qui montraient un bel intérêt et on espère vous revoir prochainement dans d'autres événements.